Bonjour et bienvenue dans les ateliers de podcasting. Aujourd'hui, nous vous proposons un format en partenariat avec l'association de Lalande de Fronsac, Escale 33. Dans le cadre de son projet Ma parole compte, 6 femmes témoignent de leur vécu. Des récits difficiles mais nécessaires, 6 podcasts qui montrent des parcours différents et portent un message d'espoir. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à sa description. La TCA définit en fait plusieurs catégories de troubles alimentaires. Et ces troubles ont des répercussions effectivement sur le psychique et le physique. Bonjour, j'ai 61 ans. Mon témoignage est sur les troubles du comportement alimentaire, dont je souffre depuis 48 ans. En ce qui me concerne, la dysphagie, qui consiste à ne pouvoir déglutir les aliments solides, mais c'est bien plus complexe. Je vais vous parler un peu de mon parcours, mon quotidien. Il est vrai, pas sans difficulté, mais qui donne espoir que l'on peut construire sa vie, faire des projets, vivre avec les troubles du comportement alimentaire. La TCA définit en fait plusieurs catégories de troubles alimentaires. La dysphasie, c'est ne pas pouvoir déglutir, mais il y a aussi l'anorexie, il y a la boulimie, il y a tellement de variantes, mais qui englobent cette pathologie-là. C'est relié quand même à l'alimentation, soit que tu te fais vomir, soit que tu ne veux pas grossir, donc c'est toujours un rapport avec la nourriture. Mais en fait, ce n'est pas une volonté, ce rapport à la nourriture, c'est la pathologie qui fait que, je pense que le corps est en telle souffrance parce qu'on n'arrive plus à gérer son psychologie, son psychique, que du coup, le corps se met dans cette position de rejet, de refus, c'est sa façon à lui d'exprimer son mal-être. C'est psychologique, familial, et ces troubles ont des répercussions effectivement sur le psychique et le physique. Alors moi, ça s'est manifesté, c'était un jour, je pense, je devais avoir vers les 11 ans, un petit peu plus, j'étais sur un entraînement de twirling, c'est-à-dire majorette, et j'avais soif, et j'ai rencontré des difficultés à respirer, à déglutir. Mais sur le coup, je ne me suis pas posé de grandes questions. Mais après, je suis rentrée chez ma grande-tante, chez laquelle je vivais, et là, je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas du tout avaler les aliments. J'avais beau les mastiquer encore et rien ne descendait. Alors ça m'a interrogée, questionnée, et puis je me suis dit, on verra demain qu'est-ce qu'il en est. Mais les jours ont passé et ça a été encore et encore la même chose. Donc je ne comprends pas ce qui m'arrive et je ne peux même pas évoquer le sujet de peur de déranger mes parents. Cela me vaudrait des affronts et ils me traiteraient de folle. Donc comme j'avais vraiment pas trop de personnes à qui en parler, je me cachais aussi un peu de ça parce que je ne pouvais pas l'exprimer. Quand je suis partie de chez ma grande-tante, je suis repartie vivre chez mes parents. Mes frères étaient à nouveau avec eux. Et pour éviter le sujet, parce que j'avais peur d'être incomprise, rejetée, punie, je mastiquais les aliments et puis je les gardais un peu dans la bouche comme les hamsters. Et puis je m'arrangeais pour planquer dans les serviettes ou à trouver des excuses pour me lever, pour me rendre à la poubelle ou aux toilettes, pour jeter ce que mon corps ne pouvait pas avaler. Du coup, je m'alimente beaucoup avec des sucreries, pensant que ça suffirait à me nourrir, en tout cas à me sauver. Donc la peur de mourir est étouffée avec la nourriture, les angoisses se mêlent aux troubles de la conduite du comportement alimentaire,
Ma santé se dégrade, je fais des carences alimentaires. C'est devenu une peur constante, puisqu'il n'y avait pas de compréhension et pas de mots où on me dit, bon, comme tout à chacun, il y a un problème, on te soigne et ça va aller mieux. Là, j'étais dans le néant. Je sentais des symptômes, mais je ne savais pas ce qu'il était de ces symptômes et comment ça allait évoluer dans ma vie. Donc ça ne fait que amplifier mes peurs, mes angoisses et mes craintes. Dans une école privée, j'avais une éducatrice qui me suivait, mais je n'ai jamais parlé franchement de ça avec elle. Mais je savais qu'elle était là parce qu'on avait des difficultés sur le plan familial. Et mon éducatrice qui me suivait ne relatait pas le sujet. Je pense que ce n'était pas le but. Elle était là pour elle, pour m'équilibrer, me donner un confort. Et quand j'étais avec elle, ça me faisait du bien. Et je me souviens que quand elle m'a menée déjeuner à la cafétéria, bien sûr, je jetais la nourriture sous la table. Mais je pensais qu'elle ne le voyait pas. Donc comme ça, je n'avais pas besoin de lui parler de ma difficulté. Et quelques années plus tard, fortuitement, je l'ai rencontrée. Et elle m'en a parlé en me disant, tu sais, je savais que tu jetais la nourriture sous la table. Mais je disais rien. Parce qu'elle ne voulait pas rajouter de la frustration ou que je me sente investie et jugée de quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. Quand j'étais à l'école et que je mangeais à la cantine, là aussi j'ai dû gruger. Devoir jeter la nourriture sous la table, le regard des enfants, j'étais une jeune ado, donc j'ai trouvé et j'ai proposé mon aide pour aller faire manger les petits à la maternelle. De ce fait, j'échappais à la cantine. C'était ma façon à moi d'éviter le sujet de je peux pas manger ça et le regard et encore la méchanceté des autres, le rejet et se retrouver encore seul et isolé. Parce que bien sûr, pour tout le monde, pour le commun des mortels, manger, mâcher, avaler, c'est une normalité. Donc si on ne fait pas comme tout le monde, eh ben, les gens pensent que on veut se faire plaindre, qu'on parle de nous, qu'on fait notre intéressant, et ne pensent pas que c'est une réelle maladie. J'étais suivie par un centre de guidance infantile, mais en fait, ce que je me rappelle, c'est que dans ce centre, quand j'y allais, je faisais beaucoup de dessins, on me faisait beaucoup faire des jeux, avec des cartons, des photos. Je ne voyais pas le lien en fait avec ma problématique, où j'arrivais pas encore à savoir que c'était une maladie, qu'est-ce que ça engendrait, quoi. Parce que j'avais d'autres problèmes à gérer. Eux, ils me disaient oui, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu vas pas survivre à ça. Mais moi, je me posais la question, et pourquoi on dit à un enfant que déjà, il va plus avoir sa vie? Parce que du coup, la peur, l'angoisse, ça a pris place à mon quotidien, donc ça n'a fait que encore augmenter mes difficultés de troubles alimentaires. Donc la nourriture est devenue pour moi ma peur, et à cause du fait que le corps médical me disait que j'étais condamnée, la peur de la mort est venue se rajouter à mes craintes. Mourir de dénutrition ou m'alimenter et mourir d'étouffement, c'était un dilemme et c'est toujours une appréhension. On a beau essayer de se contrôler, d'analyser les choses, ça reste toujours une peur bien ancrée et j'allais dire bien inscrite dans la mémoire. Voilà, parce qu'il y a jamais eu de démarche qui m'ont enlevé le voile d'un risque vital. Et je pense que cette empreinte, avec les années, s'est inscrite et ça reste une empreinte bien, bien profonde. J'en ai jamais trop parlé.
Je ne parle pas des troubles du comportement alimentaire chez moi. J'en parle pas avec ma fille, ni avec ma petite fille. Mon mari sait, mais on n'aborde jamais le sujet. Il sait juste que je dois sélectionner les aliments. Au restaurant, je regarde si c'est possible que je trouve quelque chose. Et après, j'évite de manger à l'extérieur avec des gens. Mais les gens qui me connaissent bien, mes amis, je n'aborde pas non plus le sujet de la maladie. Je leur demande juste qu'il est nécessaire pour moi de sélectionner les aliments que je peux manger, sans pour autant parler de la difficulté. Être exposé aux autres, se sentir malgré tout différent. Alors ça veut dire quoi la différence? Parce qu'on est tous différents. Mais c'est plutôt le regard, pas le jugement, parce que ça m'est égal. Les gens, ils n'ont pas à me juger, je ne juge pas de leur vie. Chacun avance comme il peut, et à partir du moment où on ne fait pas de mal à autrui, chacun se construit comme il peut. Mais on sent tout le temps un peu dans les regards le questionnement. Elle est bizarre, elle n'est pas comme nous, elle est différente. C'est plutôt ça qui me renvoie le fait qu'il y a cette pathologie. Voilà, ça me ramène à ça. Aujourd'hui, justement, je ne me justifie pas, je ne donne pas la raison du pourquoi je ne peux pas manger ça. C'est ainsi. Je ne vais pas refaire l'histoire, c'est on me comprend ou on ne me comprend pas. Et si on ne me comprend pas, je fais quand même comme il en est. Et puis, bref, quoi. Mais c'est vrai que sur des personnes que l'on connaît, même si on n'explique pas son passé, sa vie, sa pathologie, s'ils nous apprécient, ils vont aller dans notre sens pour que cela nous soit confortable. Mais quand on part avec un groupe, il y a quand même beaucoup plus de regards et d'interrogations. Et du coup, le psychologique est beaucoup plus confronté à la réalité. Et là, je préfère ne pas manger que de devoir dire quoi. Les gens vont dire « Ah ben, elle est difficile, elle est exigeante, elle se prend pour qui ?» Parce que sur un repas, s'il y a une attablée et que je peux manger aucun des plats, c'est forcément ce que les gens vont penser, sans pour autant penser qu'il y a une problématique médicale derrière. Voilà, il n'y a pas assez d'empathie, je pense. Et du coup, si on l'avait presque oubliée dans notre quotidien, eh bien, elle est à nouveau imprimée sur nous. Et à quelque part, cette souffrance que je vis au quotidien, si en face de moi, je n'ai pas quelqu'un qui me la fait refléter, j'arrive à faire ma vie. Mais par contre, si j'ai des comportements en face de moi qui vont me montrer que ma façon de devoir sélectionner, trier, mastiquer, ça me ramène à la réalité de la maladie et du coup, oui, ça me perturbe à nouveau. Quand même, j'ai beaucoup progressé. Pour quelqu'un qui ne sait pas, il va considérer que je mets beaucoup plus de temps que lui à manger, mais à part ça, il ne verra pas que j'ai un problème de comportement et de troubles alimentaires. J'ai senti que j'avais progressé avec les années, puisque moi, on m'avait condamné à ne pas survivre au-delà des 20 ans. Donc, je considère que même si c'est compliqué, complexe, épuisant, ça reste un combat quotidien. Mais j'ai progressé puisqu'aujourd'hui je suis là pour en parler et que je ne suis pas hospitalisée depuis très longtemps, juste des compléments alimentaires de temps en temps parce que je suis souvent sur la limite de la dénutrition. Donc du coup, j'ai une fatigue extrême assez quotidiennement. Mais je suis souvent fière quand j'arrive à faire un repas avec ma petite fille, à manger un hamburger comme elle, même si je mets 2 jours de plus qu'elle à le manger, mais je suis arrivée au bout. Voilà.
Le fait d'aimer les gens, d'aimer la vie, c'était un combat que je menais avec moi-même pour pouvoir garder ma vie en vie. J'en ai fait une force parce que je me disais que être mal aimé, bien aimé, se nourrir ou mourir, ceci n'était pas une fatalité et que je ne voulais pas donner raison à personne de ma vie. Elle était mienne et que j'allais apprendre à l'aimer, faute d'être reconnue, appréciée, aimée, avec mes douleurs, mes violences, le mépris. J'allais faire une force de cette pathologie et que tous les autres, le corps médical, les proches, n'allaient pas gagner sur moi. Du coup, j'ai cru en mes capacités, en ma volonté, et ça, c'est une force pour moi et pour montrer aux autres aussi que j'ai quelque chose à faire ici. Et c'est aussi, alors ça, c'est avec les années. La construction, bien sûr, on grandit, on s'analyse, on devient un parent ou pas, mais en tout cas, on devient adulte, femme. On a aussi un regard sur ses enfants et on veut aussi que ses enfants aient un regard sur nous, comme quoi on est bienveillant pour eux et non pas inverser les rôles, parce que quand une maman ou un papa est souffrant, l'enfant prend souvent le rôle un peu du protecteur, du soignant. Et donc on doit quand même se cacher de ça, parce que ne pas inverser les rôles. C'est pas qu'une question de volonté, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont de la volonté qui n'y arrivent pas, mais après, moi j'ai pas été encadrée, j'ai pas été entourée. Et justement, c'est peut-être ce qui a fait ma force, parce que j'ai dû tout le temps combattre toute seule pour exister. Parce que j'avais personne pour me tirer vers le haut. Donc ça m'a fait une force de caractère qui est devenue ma volonté. Et ma volonté est venue mon combat. Et j'ai construit ma vie autour de ça, de la volonté et du combat. J'ai fait un pied de nez à cette maladie. Je suis partie du principe qu'il faut s'émerveiller de tout, il faut pardonner, pas oublier, mais qu'il faut vivre plus léger et faire une force de ce qu'on vit. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et puis, je me suis tournée vers faire à manger. Alors, c'est pas de l'alimentation basique, hein. Moi, je fais des biscuits, je fais des chocolats, je fais des pâtes de fruits. Au total, ça fait maintenant 9 ans, mais ça fait moins de 9 ans que je fais vraiment le sans gluten, sans lactose. Je me suis tournée vers des produits sans gluten, sans lactose, justement parce que je vais pouvoir avoir cette empathie vers des gens qui ont des souffrances, des frustrations. Et moi, sans leur poser la question, on va avoir cet échange, ce regard et cette bienveillance. Et ils vont se sentir compris et ça leur donne aussi espoir de penser que on va les comprendre sans pour autant qu'ils aient besoin de formuler leurs demandes. Ça adoucit quand il y a un geste envers vous et qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'écoute. Eh bien oui, ça allège un peu le quotidien de chacun, quoi. Parce qu'à leur façon, au quotidien, eux aussi doivent sélectionner la nourriture. Et quand tu pars en vacances et que tu arrives dans un lieu où tu peux rien manger parce qu'il n'y a pas d'établissement spécifique, eh bien oui, c'est une vraie souffrance. Tu te sens vraiment différent des autres. Et pourquoi eux, ils peuvent et pourquoi pas toi? Et si tu rencontres des gens qui font des choses pour toi, avec leur cœur, et que quand il y a cet échange, il y a même une larme. Mais ça, c'est beau. Parce que souvent, ça m'est arrivé que des enfants pensaient presque que c'était un jour de Noël en pensant que je me trouvais là, à ce moment précis, où ils pourraient, pendant toutes leurs vacances, pouvoir se faire plaisir avec des gâteaux. Alors que jusqu'à ce qu'on se rencontre, ils pensaient passer des vacances moyennes avec des frustrations alimentaires. Ils auront eu cette difficulté qui se sera évaporée le temps de leurs vacances. Ce qui m'a marqué le plus.
C'est pas de fabriquer quotidiennement pour les gens qui ont des pathologies. C'était vraiment cette approche avec ces gens qui n'étaient pas dans leur quotidien, puisqu'ils se trouvaient loin de chez eux, en vacances, et de voir que quelqu'un pensait à eux. Le fait d'associer mon vécu, ma souffrance, où moi j'ai pas été entendue plus que ça, ni portée, ni où j'ai jamais reçu d'échange, de partage, et que là, les gens, je leur dis, je suis là pour vous, j'entends et j'écoute et faites-moi confiance parce que vous risquez rien. 48 ans ont passé depuis mes premiers symptômes. Le combat, le courage, la ténacité, la volonté, bien sûr, sont mon quotidien. Mais ma vie ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Ça reste épuisant, il y a quand même des difficultés, de la fatigue, mais il y a d'autres personnes qui ont des pathologies plus lourdes et qui doivent combattre au quotidien. À travers ce combat que je mène depuis longtemps, une chose est sûre, c'est que moi, j'aime exister, j'aime aider les autres, j'aime profiter de la nature, de mon potager, de mes animaux. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a donné cette force et cette volonté de dire que la vie nous est juste prêtée. C'est un combat, mais c'est notre vie. Elle n'est pas pour autant de tristesse, parce que je vis aussi de bons moments. Donc, faudrait qu'on ait tous envie, malgré tout, de sourire, de s'émerveiller. Parce que je crois que finalement, la vie, c'est tout de même ça. Et puis que quand on sourit, on ne sait pas qui c'est qu'on a en face de nous. Et en fait, ce sourire, on le transcrit à l'autre. Et ce sourire, il peut aller loin.